classe. On se retrouve sur Zoom. À tout de suite. Alors, activez la webcam. Oula, pourquoi je suis pas comme ça? Bonjour tout le monde. Saha aidkoum. Bonjour, ça fait docteur. Aidkoum Barouk. Aidkoum mleh. Merci. Bien, alhamdoulilah, c'était calme, mais ça va. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout le monde est là? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Les autres ne parlent pas? Parlez un petit peu pour que je vous entende. On est là, docteur. Saïdkoum. Saha aidkoum. Aujourd'hui, c'est la dernière, c'est ça? Avant la trêve. Avant, non, je pense que c'est la dernière. Avant la rentrée. Oui. Puis rentrée, il va y avoir, hein, rien n'est moins sûr. Ouais. Donc, c'est potentiellement la dernière. C'est trop d'émotions. Alors, ça ne se voit pas sur la webcam, mais j'ai une petite larme au coin de l'œil là qui va descendre. Vous voyez ça? Vous vous rendez compte qu'on va finir tout un stage, peut-être on va même le finir en Zoom, et je vous ai jamais vu. Hein. C'est incroyable. Si Incroyable. vous nous avez tous vus, docteur. Le jour de la répartition. Oui, mais bon, je savais pas que c'était vous. Mélangez aux autres. Bien, allez, trêve de plaisanterie. On va aborder les tracés. Ils sont où déjà? Ils sont là. Alors, vous voulez que je les ouvre? Je vais les ouvrir tous en même temps, je pense que c'est mieux, non? On va basculer du premier, du deuxième. C'est pas celui-là, c'est pas ce fichier. Ah, c'est des tracés de cardiopathie ischémique, hein. Rassurez-moi ce que j'ai envoyé. Je n'ai pas envoyé le mauvais fichier. Mais je te range. Oh là là. Là, je vous ai envoyé le mauvais fichier. Non? 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 Non, 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 non. Et donc moi-même, je ne les retrouve pas. Et c'est pas grave. Allez. Et je vais avoir une copie quelque part. Il faut juste que je fouille le disque dur de mon PC. Toujours rien. Bon, pas grave. Allez, changement de stratégie. Je vous ai envoyé un lien dans le chat, docteur. Pardon, un lien de quoi? Un lien de quoi? T'as les français. Un lien qui est tracé. Ouais. Bon. Alors, ça doit être quelque part. Peut-être ici, non? Oui. Bon, peut-être que c'est cela. Le CG3 finalement copié. Je vais le mettre sur le bureau. C'est plus pratique, n'est-ce pas? Voilà, je pense que je les ai trouvés. Et puis, on va les ouvrir un par un. Enfin, tous à la fois. Ouvrir avec Adobe Acrobat. Et on fait un petit partage d'écran. Suis-je autorisé à partager l'écran? Oui. Oui. Un petit partage d'écran. Bien. Je vais aller sur Adobe Acrobat. C'est bon, c'est partagé? Ah, tu m'as envoyé un truc. Ah, ben c'est bien, tu les publies sur Drive, c'est ça? Oui. Ok. Vous savez que j'ai appris énormément d'informatique avec vous.
Bien, alors je vais essayer de mettre en truc mode écran. Je pense que c'était CTRL H, ça ne marche pas. CTRL L non plus. Et c'était non, CTRL H, pourquoi ça ne marchait pas? Voilà, c'est bon. A tout le monde réussi à voir? C'est le bon partage? Oui, docteur. Oui, parfait. Alors, est-ce que vous voulez des petits contextes cliniques associés ou tracés? Ça pourrait faciliter leur interprétation, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, très bien. Alors, Surtout sur les lors de la contextes douleur. cliniques, alors là, je vous entends très mal. Hein, si vous pouvez augmenter le son de votre micro. Moi, de mon côté, j'ai augmenté le son de mon haut-parleur. Vous disiez quoi? Je disais surtout par rapport à l'heure du début de la douleur pour décider si c'est L'heure de la persistant début de ou la pas. douleur, exactement, pour décider du reste de la prise en charge. Très bien. Alors, je vais vous donner ça. Je vais essayer d'improviser à chaque fois un petit contexte clinique qui va avec le tracé. Vous allez pouvoir un petit peu faire le diagnostic, argumenter et pourquoi pas me détailler un petit peu la conduite à tenir. Bien. C'est bon, on y va? Oui? Alors, ce premier tracé appartient à un patient qui a juste 65 ans, bon, qui est de sexe masculin, un patient qui est gros, qui est diabétique, qui est hypertendé fumeur et qui se présente pour une douleur abdominale suite à un repas un petit peu copieux. Donc, la douleur remonte à 3 heures. Hein. Bien, alors qui veut l'interpréter? Vous faites quoi déjà avant d'interpréter le CG? Quel est l'examen à réaliser devant cette douleur thoracique? Un ECG 17 dérivé. Ça va être un ECG, bien évidemment. Alors, pourquoi vous ferez un ECG chez un patient qui a eu juste une douleur abdominale? Parce qu'il a pris un repas bien copieux et c'est lui qui vous le dit. Hein. Il vous dit, j'ai mangé beaucoup et suite à cela, écoutez, j'ai mal au niveau de l'abdomen. Donnez-moi un suppôt de spasfon pour me soulager. Vous répondez quoi? On fait un ECG parce qu'il a des facteurs de risque. Déjà, il est obèse, on l'a dit. Exactement, voilà, c'est exactement cela. Donc, s'il y a des facteurs de risque, toute douleur abdominale ou thoracique, hein, a priori, mais même abdominale, doit faire pratiquer un ECG. Pourquoi on ferait un ECG chez un patient qui a des facteurs de risque et qui a une douleur non pas thoracique, mais abdominale? Parce que ça peut être une douleur qui est rapportée un petit peu plus bas en épigastrique selon le siège de l'infarctus. Exactement, ouais, parfait. Alors, ce n'est pas forcément un infarctus, ça peut être aussi un ST-. Mais Oui. dans ce cas-là, on parle de quoi? Donc, quand la localisation n'est pas typique, on parle de quoi? Une douleur atypique. D'une douleur atypique, exactement. D'une douleur d'ischémie myocardique atypique. Et rien que pour ça, ça mériterait de faire un ECG chez un patient qui a des facteurs de risque. Bien, et cet ECG, vous le faites dans un délai de combien de temps? 10 minutes suivant le contact médical. Exactement, voilà. Donc, le plus rapidement possible, parce que ça pourrait être un ST+, hein, pourquoi pas. Et si c'est le cas, il va falloir revasculariser le plus rapidement possible. Pour pouvoir prendre en charge le plus rapidement possible ce patient, il faut faire un diagnostic aussi le plus rapidement possible. Et donc, le CG a été fait dans les 10 minutes, on est bon. Et alors, qui peut l'interpréter? Alors, si par exemple, cet électrode tombe à l'examen, et cet électrode est tombé à l'examen, hein, voilà, vous voyez, regardez un petit peu les annales, un petit peu les sujets d'examen de cardiologie des années précédentes, hein, moi, je pense que c'était il y a 2 ans à peu près, là, vous verrez ce tracé accompagné d'un cas clinique. Alors, si ce tracé tombe à l'examen, quelle est votre réponse que vous allez formuler mot à mot, écrite à l'examen? Vous auriez dit quoi? Alors, la question a été, je me rappelle, citer l'anomalie électrique principale sur cet électrode en précisant ses caractéristiques. Oui? Le décalage du segment ST. Très bien, oui. Ses caractéristiques sont d'abord qu'il est significatif. Pardon? Il est significatif, il est plutôt ample, il dépasse très bien, parfait, oui, très bien. Il est présent dans 2 dérivations contiguës, la D2, la D3, mais aussi D3R et D4R et D7 et 8. Mais il est moins prononcé dans les dernières dérivations. Très bien. Il est convexe vers le haut. Et on a une image en miroir qui n'est pas obligatoire. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Sauf que là, tu as parlé beaucoup, hein, et puis là, on te donne juste un petit espace pour répondre. Hein. Vous avez remarqué que vous avez un petit peu du mal. J'écris petit. Hein? J'écrirai petit.
Tu vas écrire petit, mais avoir beaucoup de mal à te corriger dans ce cas-là. Si on te donne peu d'espace, c'est pas pour que tu écris petit et que tu écris beaucoup. C'est pour que tu écris l'essentiel de ce qu'on te demande. Voilà. Donc, selon l'espace qu'on vous donne, ben, écoutez, ça vous donne une idée sur la réponse attendue. Maintenant, quand tu me dis au moins 1 mm dans deux dérivations contiguës, ça, c'est de la théorie. C'est la chose suivante. Moi, je pense que j'aurais eu le point, ben, même toi, hein, puisque ça reste juste. Donc, je vais dire que c'est un sus-décalage convexe du segment ST. Et même, il peut même englober l'anté. Hein. Peut-être. Hein. Donc, même si ce n'est pas le cas, je peux dire entre parenthèses, pour être plus élégant, entre de par D. Très bien. Donc, quand vous parlez d'un sus-décalage, je vous ai dit qu'il faut toujours préciser le territoire. Bien, alors, ce n'est pas la peine que je dise supérieur à 1 mm, je peux dire important. Donc, je peux dire juste significatif. La significative, c'est très bien. Donc, sus-décalage convexe du segment ST englobant l'anté entre parenthèses en 2 par D dans le territoire inférieur. Voilà, D2, D3, AVF, n'est-ce pas? Bien, dans le territoire inférieur, avec image en miroir dans le territoire latéral et antérieur, ou bien, je peux dire image en miroir en D1 AVL et V2. Très bien. Tout le monde a eu ce diagnostic? Tout le monde est d'accord? Docteur, Oui. il est aussi présent dans le territoire inféro-basal. Exactement. Bravo, bravo. Donc, ma réponse était incomplète. Et là, on remarque qu'on a fait quoi? Ben, non pas un 12 dérivations, mais on a fait un 17 dérivations. Ouais. Alors, théoriquement, on devrait faire ça pour tous les patients. Hein. Voilà. Tous les patients qui ont un ECG, on doit leur faire un 17 dérivations. C'est bon? Bien. Alors, pourquoi 17 dérivations? Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute V7, V8, V9 pour le territoire postérieur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 territoires postérieurs finalement. Hein. Alors là, je vais prendre mon truc là qui ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Juste prendre un stylo pour expliquer cela. Voilà, ça marche. Bien. Non, ça ne marche pas. Voilà, là c'est bon. Donc, imaginons un petit peu le cœur comme un cône, voilà, avec une base et une pointe, un apex. Exactement, c'est un postérieur étendu. Là, vous avez la valve mitrale, hein, bien. Donc, quand je prends ce cône a une circonférence, hein, voilà. La circonférence, je peux la diviser en 4 parties. Hein. Là, c'est le VD. Donc là, c'est le septum, partie antérieure, partie quoi là? Latérale, et là, la partie inférieure au postéro-inférieur. Bien. Donc, la partie postéro-inférieure, c'est celle-ci, en fait. Hein, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais c'est celle-là. Voilà. En fait, c'est quand vous prenez le cône, c'est la partie qui repose sur le diaphragme, ce qui peut expliquer la douleur épigastrique. Hein. Et ça, on va y revenir. Mais à côté de cela, de cette partie postéro-inférieure, il y a la partie postéro-basale. Voilà, qui est quoi? Qui est le myocarde qui entoure la valve mitrale un peu. Voilà. Et celle-ci est explorée par quoi? Par des dérivations qui lui font face. Mais pour être face à cette paroi, dans le thorax, il faut aller carrément en postérieur pour voir cette paroi. Donc, on utilise V7, V8, V9. Donc, V7, V8, V9, ben, il y a aussi un sus-décalage. Il y a un sus-décalage, c'est-à-dire que c'est étendu à cette paroi. Et donc, j'ai finalement le territoire postéro-inférieur ou inféro-diaphragmatique, si vous préférez, c'est des synonymes. Et territoire aussi postéro, comment? Basal. Et la jonction des deux me fait quoi? Parler d'un territoire postérieur étendu. Voilà, exactement. Donc, je pourrais dire qu'il y a un sus-décalage du segment ST convexe significative, entre guillemets, en 2 par D, dans le territoire postérieur étendu avec image en miroir en D1 AVL et V2. Alors là, il faut que je rajoute un mot. Qu'est-ce qui manque? Important. Est-ce qu'il est persistant ou non? Persistant, exactement. Et là, encore une fois, je ne vais pas me repérer par rapport à l'ECG. Je ne vais pas perdre 30 minutes pour refaire un ECG ou 20 minutes. Je vais me repérer par rapport au début de la douleur. Ça remonte à 3 heures et donc, je présume qu'il est persistant.
Qui peut rajouter une remarque sur l'électro? L'artère coupable. Non, avant cela, je ne vais pas poser de question là-dessus. Sur l'électro, toujours, le CG. V3R, bravo, mais V3R, ce n'est pas une remarque. Hein. C'est quoi la remarque totale? L'extension au territoire droit. Exactement. Extension, pas au territoire droit, mais au VD. Voilà. Étendu au VD, exactement. Alors, pourquoi étendu au VD? Ben, parce que même V3R, V4R sont touchés. C'est quoi V3R, V4R? Pareil, hein, là, vous avez le VD. Voilà, là, vous avez le VG. Donc, vous avez le territoire antéroseptal V1, V2, V3, antéroseptal. Et puis, si vous mettez ces deux-là à droite, V3R, V4R, et ben, ça va être en regard de la paroi libre du VD. Et quand vous avez un sus-décalage dans ce territoire, ben, il y a une extension au VD. Bien. Donc, c'est le territoire finalement postérieur vrai étendu au VD. Bien. Alors, si on ne vous demande pas, précisez toujours le territoire d'un sus-décalage d'origine ischémique. À chaque fois que vous avez un sus-décalage d'un ST+, même si on ne vous demande pas, précisez toujours le territoire. On ne va pas dire, on va vous dire quoi, comment on va exprimer cela. On va vous dire quelle est l'anomalie électrique et son territoire parce qu'on vous oriente trop vers une cardiopathie ischémique quand on dit ça. On va dire donner une interprétation complète ou l'anomalie électrique avec description complète. Et si je dis description complète, ça veut dire que vous devez obligatoirement inclure territoire. Je vais allumer. Bien. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Et donc là, on avait dit qu'on expliquait un petit peu le caractère épigastrique de la douleur. Ben pourquoi? Parce que finalement, quand vous faites un profil, donc là, c'est un petit peu le thorax. Thorax, là, c'est l'abdomen. Là, vous avez le diaphragme. Et le cœur repose sur le diaphragme. Donc la partie inférieure, celle-ci, bien, repose un peu plus sur le diaphragme. Donc elle est plutôt épigastrique. C'est pour ça que la douleur est volontiers épigastrique, voire même abdominale. Bien. Très, très bien. Alors, une autre information importante, pourquoi ce territoire, c'est compliqué d'une extension au VD? Est-ce que, par exemple, si j'avais eu un ST+ en antérieur, il y aurait possibilité qu'il y ait une extension vers le VD? Non. À votre avis? Non? Non. Très peu de chance, exactement. Alors, pourquoi c'est le postérieur qui s'étend au VD ou l'inférieur et pas l'antérieur? Parce que la partie postérieure du VG est vascularisée ou irriguée par l'artère coronaire droite qui, elle, passe d'abord par le VD. Exactement, parce que les deux, finalement, sont irrigués par la même artère qui est la coronaire droite. Exactement. Et dans ce cas-là, puisque c'est irrigué par la même artère, est-ce que tout infarctus postérieur s'étend obligatoirement au VD? Oui. Non. Ah, pourquoi non? Ça dépend de la localisation. Exactement, Exact. bravo. Donc la coronaire droite fait quoi? Regardez. Elle est à droite, n'est-ce pas? Donc là, c'est le sinus. Là, c'est la gauche. Là, c'est la droite. C'est vrai qu'elle est à droite. Elle va contourner le VD. Parce que là, vous avez le VD. Là, vous avez le VG. Elle va contourner le VD pour revenir vers quoi? Vasculariser la partie postérieure du VG. Postéro-diaphragmatique et postéro-basale. Mais en le faisant, en contournant le VD, elle émet des marginales droites qui vascularisent le VD. Très bien. Donc, si l'occlusion est distale à ce niveau-là, hein, ben, le VD est épargné, puisque ses collatérales à lui naissent avant l'occlusion, avant la thrombose. Et donc, vous allez avoir juste un infarctus, un ST+, en postérieur. Si maintenant, au contraire, l'occlusion est proximale, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si elle est proximale, eh bien, les deux vont être privés de vascularisation, et le VD et la partie postérieure. Et là, vous allez avoir, comme ce cas de figure, un ST+, en postérieur étendu au VD. Donc, ça vous explique le fait que finalement, tous les ST+ en inférieur ne s'étendent pas au VD. Bien, ça dépendra de la localisation de la thrombose. Bien. Allez, qu'on lui à tenir maintenant. Donc, diagnostic déjà. C'est quoi votre diagnostic? C'est un infarctus du myocarde.
Non, ce n'est pas un infarctus. Non, c'est un syndrome coronarien aigu avec ce décalage persistant du segment ST en postérieur étendu au VD. Donc, ne confondez pas anomalie électrique et diagnostic. Hein. Alors, si on vous demande d'argumenter diagnostic, ça va être sur quoi? Les troponies. Mais c'est une blague. Non, c'est juste ça. Non. Est-ce que on utilise les troponies pour diagnostiquer d'un ST+? Non. Ben non, diagnostic de ST+, n'attend jamais les troponines. On va perdre du temps. Même si c'est viable, on va perdre du temps. Donc, c'est basé sur quoi? Sur le critère électrique de base, c'est Un critère clinique qui est la douleur, même si c'est une douleur atypique, même si c'est une douleur abdominale. Et puis, le critère électrique, c'est le sus-décalage tel qu'on l'a décrit, n'est-ce pas? Avec, avec la fameuse image en miroir. Voilà, donc on n'attend pas les troponines et le diagnostic. Donc, si j'ai deux questions sur ça, anomalie électrique, on y a répondu. Deuxièmement, quel est votre diagnostic? Ben là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais intégrer la clinique à l'anomalie électrique. Et j'ai besoin juste de 2 critères pour faire le diagnostic d'un ST+. Juste 2 critères. Le critère clinique, douleur abdominale. Bon, atypique, oui. Je peux dire douleur douleur ischémie myocardique atypique abdominale, associée au sus-décalage persistant du segment ST dans le territoire postérieur. Et là, ça me suffit pour parler de quoi? Maintenant, syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST dans le territoire postérieur. Répétez le territoire s'il faut. Vous n'aurez pas de points en moins, mais au moins, vous ne passez pas à côté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous faites la différence entre les critères électriques et le diagnostic par la suite? Oui, docteur. Oui, très bien, parfait. Allez, une fois le diagnostic, quelle est votre conduite à tenir? C'est une angioplastie en urgence. Faux, 0. Ah oui, on commence d'abord par le traitement. Exactement. Donc, 2 volets du traitement. Le traitement initial qu'on doit donner très rapidement, qui associe quoi? L'aspirine et le... Clopidogrel. Et HBPM ou héparine. Mettez héparine, ça marche. D'accord? Avec dose d'attaque 300, enfin en plus 75, pour les deux, vous pouvez retenir ce chiffre. Ça marche pour les deux. Et puis, héparine à dose curative. Donc ça, c'est le traitement initial. Ne jamais l'oublier. Je ne revascularise pas tant que je n'ai pas donné ça. Hein. Voilà. Et ce traitement doit être donné presque le plus rapidement possible. Deuxièmement, c'est là quand on vascularise. oui, alors parlez un petit peu plus fort ou la rapprochez-vous de votre micro parce que j'ai du mal à entendre ici. Hein. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question, donc si on a par exemple une angioplastie disponible ou pas, parce qu'on sait qu'il est venu dans les 3 heures qui suivent, donc on est toujours dans la marge de revascularisation systématique. Bravo, exactement, c'est très bien. Mais bon, comment tu vas formuler ça à l'examen? Revascularisation systématique. Voilà, revascularisation systématique, bravo, exactement. Par quoi? Angioplastie primaire si elle est disponible. Dans Voilà. les 2 heures. Exactement. À défaut. À défaut de thrombolyse s'il n'y a pas contre-indication. Bravo, exactement. J'aurais pas mieux exprimé ça. C'est très, très bien. Bravo, vous avez tout compris. Donc là, on est dans la marge avant 12 heures. Et avant 12 heures, les 2 méthodes s'offrent à nous. Il va falloir opérer un choix. Et ce choix va se porter naturellement vers la méthode la plus efficace qui est l'angioplastie primaire, à condition qu'elle soit rapidement disponible, c'est-à-dire disponible dans les 2 heures de temps. Bien. À défaut d'avoir une angioplastie disponible dans les 2 heures, je peux thromboliser à condition, sous réserve qu'il n'y ait pas de contre-indication. C'est bon? Avez-vous des questions par rapport à ce tracé? Extrêmement facile, hein? Il est tellement facile ce tracé qu'il est tombé à l'examen. Est-ce que vous remarquez que l'anomalie électrique est extrêmement évidente, très évidente? Elle est même caricaturale. Oui? Docteur, oui, elle est évidente, je trouve, mais je trouve aussi que c'est un peu concave. Écoute, oui, peut-être en des deux, c'est un petit peu concave. Bien. Ouais. Est-ce que ça te pose problème le fait que ça soit concave? Non, parce qu'on a l'image en miroir. Mais bon, oui, si on n'avait pas eu l'image en miroir, ça aurait été un peu difficile. Non? Ça aurait été un petit peu plus difficile. Oui, Ouais. Bon, on peut dire ça.
Alors, sauf que l'épanchement de la péricardite est aussi diffus, hein, là, que ce n'est pas le cas. Mais là, comme tu le dis si bien, il y a une image en miroir. Et rappelez-vous, l'image en miroir n'est pas obligatoire, encore une fois, mais elle est drôlement utile, hein, voilà, l'image en miroir. Pourquoi? Parce qu'elle augmente la présence ischémique, c'est-à-dire qu'elle vous élimine la péricardite. Il n'y a jamais, jamais, jamais d'image en miroir dans la péricardite. Et puis, elle renforce le caractère récent du décalage, c'est-à-dire qu'elle vous élimine un infarctus ancien avec constitution d'un anévrisme. La persistance d'un décalage peut signifier la constitution d'un anévrisme, mais même si le décalage persiste, l'image en miroir ne persiste jamais. Donc, le fait qu'il y ait une image en miroir vous dit quoi? Premièrement, c'est récent, c'est toujours la phase aiguë. Et deuxièmement, c'est d'origine ischémique. C'est bon? Oui. Et docteur, pour le diagnostic, on réécrit du coup, en fait, en bref, la description électrique, c'est ça? Donc, on dit... Donc, si tu as répondu au départ à la description, ce n'est pas la peine de refaire. Si je te demande juste le diagnostic, tu vas faire quoi? Alors, le diagnostic, syndrome qu'on a aigu avec sus-décalage persistant du segment ST dans le territoire inférieur. Il faut toujours préciser le territoire dans le ST+. Sans te demander d'argumenter, tu dis quoi? Douleur abdominale associée à un sus-décalage persistant du segment ST dans le territoire inférieur, postérieur. C'est bon? D'accord. Ouais. Oui. Non, il n'y a pas non plus d'image en miroir dans le ST-. L'image en miroir est spécifique du ST+, pour répondre à une question qui m'a été posée dans la discussion. Est-ce que c'est bon pour ce tracé? C'est bon? Oui. Bien, alors on va tailler numéro 2. Yes. Le numéro 2, toujours en mode plein écran. Alors comment je peux réduire le ruban Ada? Ah là, c'est bon, je préfère. Bien, alors là, c'est une dame qui a 75 ans, qui est diabétique, qui est hypertendue et qui se présente dans une douleur thoracique très importante, résistante à la trinitrine, qui a commencé à peu près il y a 24 heures de cela. Voilà, douleur thoracique constrictive, importante, intense, commencé il y a 24 heures, résistante à la trinitrine. Alors déjà, cliniquement, ça fait quoi plutôt? ST- ou ST+? Plus. Non. 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 Pas encore stable. On ne peut pas savoir exactement. Donc, cliniquement, ça fait quoi? Aigu, un syndrome coronarien. Exactement. Donc, cliniquement, ça fait 5 points aigus. Vous ne devez pas dire ST+, ST-. Donc, même s'il y a plutôt des différences entre les deux, la clinique n'est pas assez précise pour distinguer entre les deux. Il ne faut pas me suivre. Hein. Moi, je suis là pour vous induire en erreur exprès. Hein. Bien. Donc, là, la clinique nous permet de dire juste syndrome coronarien aigu. Pourquoi? Parce qu'on a une douleur qui survient comment? Au repos, exactement. Une douleur thoracique constrictive, c'est une douleur d'insuffisance coronaire, une douleur ischémique survenant au repos, fait suspecter à syndrome coronarien aigu. Point à la ligne. Bien, et là aussi, on va faire un ECG dans 10 minutes. 10 minutes, très bien. Alors, il faut savoir que cette patiente a consulté déjà son cardiologue il y a à peu près 4 jours. Il a fait un ECG pour son hypertension artérielle, examen de routine, où le ECG était normal. Bien, on verra ce que ça va nous apporter de plus, cette information. Bien, et le ECG est devant vous. Alors, c'est quoi votre diagnostic dans ce cas-là? Il y a un sus-décalage, mais ce n'est pas un ST parce qu'ils sont Exactement. Alors, est-ce que c'est un ST+? Non. C'est très rare, très rare. Je glisse une remarque, si vous permettez. Donc là, on a fait un ECG suite à une suspicion d'un syndrome aigu. Mais après le ECG, on va aboutir à 2 diagnostics, non pas 3, non pas 0, non pas 1, mais 2. Lesquels? ST+, ou ST+? Syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST ou syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST. Là, on ne peut pas sortir de ces 2 diagnostics. Donc, et après électro, je vous dis quel est votre diagnostic, ça va être l'un des 2. Vous me suivez ou pas? Oui, très bien, parfait. Et alors, quelle est votre réponse? Il y a un sous-décalage. Oui, votre camarade a remarqué un sous-décalage. Oui, je suis sous-décalage.
Le D2. Comment tu t'appelles? D2. Comment tu t'appelles? C'est à moi? Comment tu t'appelles? Khalid. Nalid? Khalid. Khalid. Alors, où est-ce que tu as trouvé ce décalage? En D2, D3. En D2. Alors, en D2, c'est un sous. Oui, j'ai dit sous. Ah, très bien. Qui a dit sus? Moi. Alors, très Moi bien. aussi. Oui, alors où est-ce que vous le trouvez? En AVR. Et en V. En AVR, exactement. Donc, il y a un sous-décalage avec même un point J qui est sous-décalé. Est-ce qu'il y a que AVR est une dérivation qui suffit? Avoir moins 2. Quand 2. Bien. Est-ce qu'il y a un autre sous-décalage quelque part? En V1. Oui, en V1, exactement. Et donc, j'ai un sous-décalage d'au moins 1 mm dans 2 dérivations. Est-ce que c'est un ST+ pour autant? Non. Non. Parce qu'ils sont pas, c'est pas systématisé en territoire. Exactement. Ils ne sont pas contigus déjà. Ce n'est pas l'une devant l'autre. Et elles ne sont pas systématisées. Ça ne correspond pas à un territoire. Et donc, est-ce que j'ai essayé, j'ai essayé, hein, mais est-ce que j'ai réussi à trouver les critères du SC+? Non. Non. Si je n'ai pas réussi à faire ça, ça devient quoi automatiquement? Un ST-. Un ST-. Exactement. Et donc, comment on pose le diagnostic d'un ST- devant une suspicion d'un syndrome aigu, à défaut d'avoir trouvé les critères du ST+. Vrai ou pas? Oui, mais pourquoi on a ce décalage alors, docteur? En AVR, Oui, je vais te dire ça plus tard. d'accord. Entre-temps, je vais réfléchir à la réponse que je vais te faire. Bien. Et donc, ça devient quoi? Ça devient automatiquement un ST-. Très bien. Parfait. Et donc, si je vous pose la question, quelle est l'anomalie électrique principale, vous allez dire quoi? Puisque vous posez le diagnostic d'un ST-, vous devez chercher les anomalies retrouvées dans le ST- qui sont Sous décalage. ECG normal, la première. Quoi d'autre? Inversion dentée, sous décalage du segment SC, là j'y vais par gravité croissante. Hein. Et le dernier, lequel? Juste décalage intermittent. Juste décalage. Non, persistant. Juste décalage transitoire. Exact. Non, sous décalage non persistant du segment ST. Donc, est-ce qu'il y a l'une de ces 4 anomalies? Oui. Oui, il y a le sous. Sous décalage. Sous décalage, exactement. Donc, quelle va être l'anomalie électrique principale retrouvée sur cet électro? Sous décalage du segment ST. Sous décalage du segment ST dans D2, D3, VF, et même en V4, V5, V6, et même en D1, D1, c'est tout. Voilà. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, si j'ai cette ECG à l'examen comme dans l'anomalie principale, ben, j'ai fait le raisonnement dans ma tête, j'ai su que c'était un ST-, à défaut d'avoir pu diagnostiquer un ST+, et donc si on me demande l'anomalie électrique principale, je vais essayer de trouver l'une des anomalies retrouvées dans le ST-, et laquelle est évidente sur ce tracé, ben, c'est le sous-décalage du segment ST. Vous auriez pu dire ça, vous? C'est facile. C'est bon, on continue? Oui. Ah, je ne vous sens pas dans le coup. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué? Vous avez mangé trop de viande? Hein? Non, je suis Vous là. êtes assommé par la température? Ah. Vous avez l'impression que vous êtes en train de travailler en pleine vacances? Vous êtes déprimé par le Covid? Vous êtes déprimé Exactement. tout court? Déprimé par la gastro. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Ah là, c'est si difficile que ça, la gastro. Non. Il y a trop de C'est cours. chargé. Il y a trop de cours. Ouais, ben voilà, 83 cours. 83 cours. Oui. Ah, ben, À j'imagine refaire d'ici 20 jours. à faire. Waouh. Mais je pense que l'examen, c'est facile. C'est des QCM, Yak. Oui, 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 oui. Qui C'est sait, des mais QCM qui quand se même. répètent en plus. Non, 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 ça se répète plus. C'est pas vrai.
avec le nouveau responsable, ça ne se répète pas. Eh ben, vous avez un gros problème, hein. Vous n'avez pas de notion en gastro que je m'attrape شوية. Voilà, très peu, très peu. Copie et l'Ardato. Toutes les réponses sont justes. Eh, Khirolade, qui était from Khirolade. D'accord. Bien. Alors, continue. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, je ne vous embête plus hein, jusqu'à votre examen de gastro, hein, qui, à mon avis, va quand même être reporté. Hein, ça m'étonnerait. Sincèrement, ça m'étonnerait qu'il soit maintenu. Sincèrement. Pour l'instant, c'est maintenu. Hein. Genre, Voilà. à part vraiment un énorme retournement de situation, par exemple, s'il bloque les routes carrément, ou si le ministre décide, et le ministre, je pense pas qu'il va décider de reporter. Donc, pour l'instant, c'est maintenu. Ah bon hein. Oui, Vous ne devez selon pas notre décider responsable. aujourd'hui. Non, apparemment, aujourd'hui, ils vont nous faire un nouveau programme, des examens, mais là, j'en sais pas plus. On a appelé, ils n'ont pas répondu. On a envoyé un mail, ils n'ont pas répondu. On attend. D'accord. Parfait. Hein, كملوا باش نحبسوا cardio pour que vous pouviez au moins être à l'aise pour votre révision de gastro. À mon avis, on va vous faciliter l'examen. De toute façon, c'est nous c'est ce qu'on va faire hein, parce que voilà, on estime que la formation n'a pas été de la qualité nécessaire, malheureusement. Bien, allez, on continue. Donc je vais aller un petit peu vite. Donc, j'ai un sous-décalage qui est accompagné avec le diagnostic. Maintenant, si on vous demande le diagnostic est argumenté chez cette personne, vous allez répondre quoi? La douleur. Ah, exactement. Mais là, c'est plus la douleur et l'anomalie électrique. Hein, quand on SC+, ça va être sur quoi? Un faisceau d'arguments. Un faisceau d'arguments, exactement. Alors, faisceau d'arguments, il vaudrait mieux commencer par le début. Et le début, ça va être quoi? Les facteurs de risque. Les facteurs de risque, exactement. Donc, c'est une dame qui est âgée, hein, probablement ménopausée, 75 ans, hein, c'est une liasse. Purée, c'est terrible, c'est une liasse. 75 ans, donc elle est ménopausée, elle est âgée, elle est diabétique, je l'avais dit, peut-être hypertendue. Et donc, elle a plusieurs facteurs de risque. Donc, ça rentre en jeu pour la du ST. Moi, quoi d'autre? Clinique, vous avez la douleur, le critère clinique, la douleur thoracique constrictive, donc typique cette fois-ci. Et puis, vous avez l'anomalie électrique. Hein, l'anomalie électrique qui est le sous-décalage du segment ST. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez chercher d'autres critères? Et qu'est-ce que vous devez faire pour chercher d'autres critères diagnostiques? Troponine, exactement. Voilà, exactement. Quand il manque un critère biologique qui peut être très utile dans ce cas-là, c'est les troponines. Les troponines qui vont avoir quel intérêt dans le ST-? Un intérêt comment? Pronostic. Oui, c'est un marqueur de nécrose, mais quel intérêt a dosé ce marqueur de nécrose? Diagnostic et pronostic, exactement. Donc, ça va apporter un élément diagnostique, hein, voilà, un argument biologique qui s'adjoint à l'argument clinique, n'est-ce pas? Et puis, si les troponines sont positives, c'est-à-dire que c'est de mauvais pronostics, hein, c'est un haut risque d'emblée. Bien, donc là, je vais faire un prélèvement de troponine. Bien, allez, rapidement, conduite à tenir. D'abord médicamenteuse, les antithrombotiques. Exactement, voilà. Mais là, bon, pour ST-, on peut peut-être, hein, ça vous demande la conduite à tenir totale, détailler un petit peu la mise en condition, c'est-à-dire qu'on laisse en musique, voilà, scoper la malade, on y va d'abord, hein, voilà, tout ça est important. Faire de CGG répétitif, même si la patiente n'a pas eu mal. Maintenant, si on vous demande quels sont les médicaments à prescrire en premier, là, vous parlez uniquement du traitement initial, qui est aspirine, clopidogrel. Aspirine, clopidogrel et héparine. Vous voyez que la cardio, c'est facile finalement. Hein, voilà. Hein. Je pense qu'elle est même plus facile que la gastro. Je crois. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. Donc, aspirine, clopidogrel et héparine dans un premier temps. Très bien. Après avoir donné ces médicaments initiaux, qui sont comment ST-, ST+, hein, rappelez-vous, la physiopathe n'est pas différente. Donc, il est logique que le traitement initial soit le même. Par la suite, intérieur, basé sur quoi? Les anti-ischémiques.
Donc, Non, ultérieur. ah, ultérieur. Comment ça, ultérieur? Alors, Ah, il y a L'évaluation du différents- risque. oui. On stratifie le risque. Stratifier le risque, exactement. Bien. Alors, cette dame est diabétique. J'avais dit au départ, est-ce qu'elle peut être à bas risque? Est-ce qu'elle peut sortir sans faire une courroux? Non. Non. Donc, elle est au moins, à quoi? Intermédiaire. Risque intermédiaire, bravo. Maintenant, est-ce que elle est à haut risque? Faut atteindre des troponines. Attendez, troponine, exactement. Mais il y a un élément qui peut nous aider. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle a consulté son cardiologue il y a 3 jours, il y a 4 jours, où un ECG était Normal. normal. Et donc, est-ce que le ECG d'aujourd'hui est normal? Non. Et donc, elle a fait quoi? Variation. À la bravo. modification Exactement. Modification de la dynamique. électrique, exactement. Modification électrique. Donc, la Mais modification docteur, il y a 4 jours, elle n'avait pas mal. Oui, mais on sait que le sous-décalage est récent. C'est ça D'accord? C'est-à-dire que quand j'ai un sous-décalage, je ne sais pas s'il date de plusieurs années ou il est récent. Pourquoi? S'il est récent, s'il date de quelques jours ou même de quelques heures, c'est-à-dire qu'il est lié à l'épisode actuel. Fantini. D'accord, oui. Maintenant, si la dame me rapporte un ECG d'il y a une année où il y avait l'anomalie, pareil, il perdrait tout son sens. D'accord. Voilà. Et donc, le but de chercher la modification, c'est quoi? C'est de relier l'anomalie électrique à l'épisode actuel. C'est bon? Oui. Très bien. Bien. Et donc, comment vous classez cette dame? Au risque. Au risque, exactement. Qu'est-ce que vous lui préconisez? Une revascularisation dans les 24 heures. Exactement. Alors, il ne faut pas dire revascularisation parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Il faut dire coronarographie avec éventuelle revascularisation dans les 24 heures. Très bien. Alors, on a un petit peu négligé le traitement initial, aspirine, clopidogrel et héparine. Qu'est-ce qu'il va falloir donner aussi dans le ST- quand on ne donne pas dans le ST+, forcément? Les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants. Ouais. Les bêta-bloquants, on les donne pour quel motif? C'est quoi le volet? C'est quoi le nom du tiroir? C'est quoi l'étiquette? Les anti-ischémiques. Anti-ischémique, exactement. Ouais. On peut même donner des statines à forte dose dans un autre territoire qu'on appelle traitement de prévention secondaire. Mais tout ça est une révision. Et donc, je vais lui demander de rester à jeun le lendemain pour faire la choro dans les 24 heures. C'est ce que j'ai préconisé. Entre-temps, je ne vais pas la laisser souffrir. Je vais quand même lui donner de l'aspirine, clopidogrel et héparine, statine à forte dose et un anti-ischémique pour la soulager à base de bêta-bloquants, dérivés nitrés ou les deux en même temps si l'un des deux ne suffit pas. Bien. Vous me suivez ou pas? Ce n'est Oui. qu'une révision. Hein? Docteur, elle était stable. Ah, ben écoute, je ne sais pas. C'est stable sur le plan hémodynamique, oui. Oui. Très bien. Maintenant, imaginons que je la revois 12 heures après. Après, bêta-bloquant et dérivé nitré à dose suffisante indique qu'elle a toujours mal. Qu'est-ce que je fais? On fait de la coronarographie tout de suite. Ouais, dans les 2 heures de temps. Pourquoi on fait de coronarographie dans les 2 heures de temps? Elle est passée au Quel très haut motif? risque. Hein? Elle est passée au très haut risque. Très haut risque, oui. Pourquoi elle est passée au très haut risque? Parce qu'elle résiste au traitement. Oui, mais bon, c'est un signe de quoi? D'instabilité ischémique. Exactement. Voilà. L'instabilité ischémique peut se manifester par 2 éléments. Soit une instabilité ischémique clinique, soit électrique. Électrique, c'est quoi? C'est ou bien un sous-décalage non persistant, ou bien une double modification électrique. Maintenant, l'instabilité ischémique clinique se manifeste par quoi? Persistance de l'angor malgré le traitement médical. C'est bon? Oui. Parfait. Très bien. Et donc là, je peux la reclasser en très haut risque si, par exemple, elle ne répond pas au traitement médical. C'est un angor réfractaire.
Bien, allez, ça suffit pour ce tracé. On va passer au troisième. Voilà. Docteur, s'il vous plaît, Oui. je n'ai toujours pas compris pourquoi on l'a classé à haut risque. Mais l'ouel. Ah, Le deuxième cas, la très femme bien. de 75 ans. Je comprends. Parce qu'elle l'a modifié électriquement. C'est-à-dire que j'ai eu un ECG récent qui date de 3 jours où le CG était normal. Et quand je l'ai hospitalisé pour l'ischémie, j'ai trouvé un sous-décalage. C'est-à-dire que le sous-décalage est récent. Il n'est pas ancien. Et qu'il y a 3 jours, il n'existait pas. Et donc, elle a modifié électriquement. D'accord? Mais elle l'a pas modifié pendant la crise angineuse. Très probablement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une modification électrique, ce n'est pas juste par rapport aux ECG que je fais à l'hôpital. Ça peut être également une modification électrique suite à quoi? Un ECG récent que la patiente amène avec elle. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Merci. Bien. Alors, ce patient est un homme de 75 ans bien, qui est juste fumeur, seul facteur de risque, et qui se présente dans un tableau de douleur thoracique constrictive remontant à peu près 18 heures de temps. Voilà. Comment ça fait quoi? Au repos, hein? Syndrome coronarien aigu. Syndrome coronaire aigu, exactement. Bien, et donc vous faites quoi? Allez, la gastro attend. ECG dans les 10 minutes. ECG dans les 10 minutes, exactement. Bien. Alors, l'ECG est projeté. Vous cherchez quoi comme anomalie? Une seule, laquelle? Juste décalage. Plus Plus décalage. Présent, ça devient NSC+, absent, ça devient NSC moins automatiquement. Est-ce qu'il y a un décalage avec les caractéristiques que vous connaissez? Oui, exactement. Alors, qui peut me le décrire? Qui peut me trouver l'anomalie électrique principale ainsi que ses caractéristiques sur ce tracé que je vais remettre en plein écran? C'est un décalage en V2, V3, V4, voire un peu V5, qui est significatif, donc il est supérieur à 1 mm. Il est présent sur des dérivations contiguës qui correspondent à un territoire. C'est le territoire antéro-septo-apical. Et donc, il correspond... Oui, oui. Oui, il englobe l'onté, donc on appelle ça une onde de Pardé. Et donc, on peut diagnostiquer un ST+, si bien sûr la douleur remonte à 20 minutes. Très bien. Je suis désolé, je n'ai pas entendu, j'étais un petit peu ailleurs, mais comme toi, tu es excellent, je suis sûr que c'était la bonne réponse. Ben, effectivement, ça devient quoi? Un ST plus. Et tu fais bien de dire que c'est une onde de Pardé parce que regardez en V2, il fait quoi de ce décalage? Il englobe l'onté. Il est tellement important qu'on ne distingue plus entre quoi et quoi? Ben, entre le segment SC et l'onté, si bien que le QRS segment SC et l'onté deviennent une seule onde, qu'on appelle onde de Pardé, exactement. Bien, bravo. Dis-moi, continue juste en interprétation, est-ce que tu trouves qu'il y a des images en miroir? Oui, 2 secondes. Voilà, justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le sous-décalage en D3... Réponds à la mienne d'abord. Non, mais je ne sais pas si on appelle ça une image en miroir ou pas. Il y a un sous-décalage en D3 et un mini sous-décalage en AVR, mais je ne sais pas si on appelle ça une image en miroir ou pas. Ouais, c'est une image en miroir. On peut dire que c'est une image en miroir parce qu'il y a un petit sous-décalage en D3 VF, effectivement. Ouais. Image en miroir, tu as totalement raison. Bien, maintenant, même s'il n'existe pas, ce n'est pas aussi une obligation. Donc, l'image en miroir est extrêmement utile, n'est-ce pas? Elle est souvent présente. Elle est pratiquement tout le temps présente sur les ECG de l'examen.
Hein. Donc, ça c'est entre nous, hein, bien. Si on vous demande un ST+, à l'examen, on vous donnera obligatoirement une image en miroir. Donc, soyez tranquille sur ça. Vous voyez que l'examen est facile. Est-ce qu'on peut faciliter plus que ça? Mais dans la vraie vie, ben, ce n'est pas une obligation. C'est souvent présent, mais ce n'est pas une obligation. Donc, même si tu ne considères pas ce sous-décalage en AVF en D3, à mon avis, c'est une image en miroir. Mais même si tu ne considères pas, ce qui n'est pas important, hein, il est à peine d'un millimètre comme image en miroir, ça ne t'empêche pas, hein, de porter le diagnostic d'un ST+, comme tu viens de faire. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Très, très bien. Et donc, quel diagnostic tu portes? Ben, celui d'un ST+, en antérieur, sur le critère clinique, la douleur thoracique qui remonte à 24 heures, ce que j'avais dit, ou 18 heures, je pense, j'avais dit. Et puis, le décalage persistant du segment ST convexe, systématisé de V1 à V4 dans le territoire antéro-septo-apical et même, peut-être même, une petite extension en latéral. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez d'autre en V1, V2? Qu'est-ce qui commence à y avoir? Et pourquoi cela? Alors, antérieur étendu, oui, ben, pourquoi pas antérieur? Ben, on peut dire antérieur étendu, oui. Disparition de l'onde P. Non, l'onde P bien là, il est passant toujours en sinusale, il n'y a pas de souci. En V2. Alors en V1, V2, il y a quoi? Disparition de l'onde non pas de P, mais de l'onde de R. Il y a quoi en V1, V2? Peut-être je vais zoomer. Quand le sus-décalage comme ça persiste et on n'a pas encore revascularisé, il y a quoi en V2, V3? Des trémulations. Une onde Q de nécrose qui commence à se creuser. Regardez en V2. Il y a un aspect plutôt QS. Pourquoi il y a une onde Q? C'est quoi l'évolution naturelle d'un ST+? Donc, si on revascularise avec succès, ben, le sus-décalage va régresser. C'est un critère de succès, n'est-ce pas? Si maintenant, on ne revascularise pas ou le patient vient tard pour être revascularisé, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout doucement, le QRS le territoire va se nécroser. Il va y avoir une onde Q de nécrose, ça, je vais bien la dessiner, c'est important, qui va se creuser. Voilà, évolution électrique dans le temps, n'est-ce pas? Et plus je tarde, plus cette onde Q de nécrose va devenir plus profonde. Ensuite, le décalage régresse et ça fait place à quoi? À une onde Q de nécrose. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est l'évolution naturelle d'un ST+, qui n'a pas été revascularisé. Et il va faire évoluer vers quoi? Vers une nécrose électrique avec constitution d'une onde Q de nécrose de plus en plus profonde, n'est-ce pas? Hein, quand la nécrose évolue, avec par la suite régression du sus-décalage. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, puisque le patient est venu à H combien finalement? 18. H18, ben là c'est un petit peu tard quand même, hein, mais là il commence à nécroser. La trémulation de base est liée à un parasite. Hein, voilà. C'est pas non plus une Pourquoi la nécrose elle donne l'onde Q? Qui fait? Pourquoi la nécrose elle donne une onde Q? Alors pourquoi la nécrose donne une onde Q? En fait, quand tu as une dérivation comme ça, elle fait face à un vecteur. Elle t'enregistre quoi? La dépolarisation et une positivité. Quand il y a une nécrose, qu'est-ce qui se passe? Ça devient du tissu fibrotique inerte sur le plan électrique. Donc, ça devient trou, elle ne capte rien. Qu'est-ce qu'elle va capter la dérivation? Elle va en fait capter le vecteur du territoire opposé. Mais comme le vecteur lui échappe, elle va capter quoi? Une onde Q. Donc, à travers un trou, hein, qui est la nécrose, un trou électrique, elle va capter le territoire opposé. C'est bon? D'accord, oui. Parfait, exactement. Bien, alors, sauf qu'une onde Q nécrose ne veut pas dire une nécrose totale. Hein? D'accord? C'est juste une nécrose électrique. C'est-à-dire au moins une partie du territoire a été nécrosée. Bien, alors, qu'est-ce que vous préconisez pour ce patient qu'on lui à tenir?
Oui, bien sûr, exactement. Plus l'entre-Q est profonde, plus la nécrose est importante, c'est clair. Traitement antithrombotique et revascularisation en urgence. Ah oui, mais bon, détaille un petit peu. Aspirine, clopidogrel, héparine, hein, ensuite, revascularisation en urgence, très bien, oui. Donc, mettez pas juste traitement antithrombotique à l'examen, hein, mettez les détails. Bien, revascularisation par quelle méthode? Par angioplastie primaire. Pourquoi pas thrombolyse? Parce que C'est trop tard. qui est devenu Hors supérieur délai. à l'efficacité. Parce que le délai de la thrombolyse, c'est 12 heures. Alors que celui de l'angioplastie primaire systématique, c'est 48 heures. Exactement. Ouais. Et donc là, il est entre 12 et 48 heures. La seule méthode qui reste valide, ça va être l'angioplastie primaire, quel que soit son délai de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas ou pas d'une salle cathé. Si je dispose d'une salle cathé, c'est tant mieux, je la ferai immédiatement. Si je ne dispose pas de salle cathé, vu que je ne peux pas thromboliser, je vais envoyer le malade vers la salle cathé la plus proche, n'est-ce pas? Peu importe le temps que ça prendra. Vous serez d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait, très bien. Allez, on avance, on est... Oui. La salle de cathé est très loin et qu'on a presque dépassé les délais. Bon, de toute manière, même quand on arrive, on peut vérifier la viabilité. Mais est-ce que le traitement entre-temps nous fait gagner du temps ou pas du tout? Quel traitement? Le traitement antithrombotique. Ah oui, le traitement antithrombotique, de toute façon, est bénéfique quel que soit X. Hein. Voilà. Donc ça peut permettre de gagner un peu de temps. Ça peut gagner du temps, pas ce point, mais voilà, il apporte aussi, lui seul apporte déjà une amélioration pronostique. D'accord, merci. Je t'en prie. Bien, next. Alors, j'essaie de le mettre en mode plein écran, donc c'est CTRL H, voilà. Mais là, il est trop petit, là. Est-ce que je peux l'agrandir? Voilà, parfait. Alors, ça, c'est un homme de 76 ans, hypertendu, antécédent d'AVC hémorragique à l'âge de 60 ans suite à l'hypertension artérielle, qui a guéri sans séquelles, sans aucune séquelle, et qui se présente dans un tableau de douleur thoracique remontant à H10. Douleur thoracique constrictive, résistante à la trinitrine. Alors, diagnostic clinique, allez, on va aller vite. C'est un problème aigu, exactement. ECG dans les 10 minutes, bien sûr. Il y a quoi sur l'électro? Oui, qui veut m'interpréter l'électro? Très bien. Alors, oui, bon, alors je ne sais pas qui a répondu ça. C'est H. Hamidi Manal. Hamidi Manal, c'est très bien, sauf que ce n'est pas suffisant. Voilà, il ne faut pas que tu te contentes de ça à l'examen. Il faut donner le truc le plus détaillé. Voilà, en deux par D, c'est très bien. Donc, il faut moins préciser ça. Hein, voilà. Et puis, précise le territoire aussi. Très bien. Donc, je suis d'accord avec l'interprétation de votre camarade. On va dire sus-décalage convexe du segment ST entre parenthèses en deux par D. Là aussi, c'est une véritable en deux par D, puisque le sus-décalage convexe est tellement important qu'il englobe l'anté. Bien. Donc, sus-décalage du segment ST convexe englobant l'anté en deux par D dans le territoire antérocepto-apical. Ça va jusqu'à V4. Avec image au miroir dans le territoire inférieur des 2D3, AVF. Donc là, je suis sûr que c'est un ST+, hein, parce que quand il y a l'image en miroir, ça me dit que c'est ischémique et c'est récent. Bien. Associé à quoi? Il y a quoi en V1, V2? Puisque là aussi, je suis un petit peu tard, hein, je suis H10 pratiquement. Qu'a fait le patient dans le territoire V1, V2? Une qui commence à se creuser, exactement. Ouais. Donc, plus le patient se présente tardivement, suite au début de la douleur de son ST+, plus qu'il va y avoir cette fameuse onde Q de nécrose. Docteur.
Vous pouvez me montrer l'ANDQ, s'il vous plaît? Oui, elle est là. Tu la vois? Oui. Mais elle est trop grande, enfin trop grande, de trop grande amplitude, non? Pour un Oui, HT. d'accord. Bon, mais ça reste une onde Q. En fait, elle n'est pas trop grande, hein. En fait, l'onde Q est liée à la disparition de l'onde R. Alors, je vais t'expliquer ça. En fait, j'aurais dû avoir un aspect petit a grand S en V1, c'est l'aspect normal. Petit a qui est censé augmenter en V2. Qu'est-ce qu'il y a eu? La nécrose s'est manifestée par la disparition de l'onde R. Et comme l'onde R est petite, elle disparaît facilement et j'ai un aspect QS en V1, V2. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut pas tergiverser sur ça. Hein. Ce que l'onde Q me dit, c'est une nécrose, c'est tout. Hein, voilà. Ça n'a pas plus d'importance que cela. D'accord? D'accord, merci. Parfait. Allez, conduite à tenir en urgence. Allez, je vous laisse parler. C'est la même, traitement initial à base d'aspirine, clopidogrel, héparine et revascularisation. Aspirine. Oui, j'ai dit aspirine, clopidogrel, héparine. Ah, très bien, j'ai mal entendu. Pardon. Oui. Et revascularisation immédiate si salle de cathétérisme disponible, ben, on fait une angioplastie. Si ce n'est pas disponible, on fait une thrombolyse. S'il n'y a pas de contre-indication. Pas de thrombolyse. Il a un AVC Ah, récent. Ah exactement. oui, j'ai oublié. Oui, s'il n'y a pas de contre-indication, bah, il y en a une. Ah bah oui, mais il y en a une. C'est quoi la contre-indication? Oui, il a fait un AVC hémorragique AVC récemment, je ne me rappelle hémorragique. plus quand. Pas récemment. Hein. Alors, quelle que soit l'ancienneté, l'AVC hémorragique est une contre-indication à la thrombolyse. Et même si ce patient n'a pas gardé de séquelles. Hein. Voilà. L'AVC ischémique, en fait, c'est 6 mois. La contre-indication, seulement quand il est récent, 6 mois. Mais si c'est un AVC hémorragique, c'est à vie, même s'il n'y a pas eu de séquelles. Donc, méfiez-vous de ça. On peut vous glisser un petit piège dans le calcul du SC+. On peut vous mettre une contre-indication à la thrombolyse. Et là, si vous thrombolysez, bien sûr, ça va être 0. Et donc là, quelle méthode reste valable pour la vascularisation? Uniquement une, ça va être l'angioplastie primaire. Et là, je la fais quel que soit le délai. C'est clair? Docteur, Oui. et si on a une contre-indication relative et que la salle de caté la plus proche est très loin, on fait comment? Ben, on peut thromboliser si on croit que le bénéfice de la thrombolyse est plus important que le risque. On peut thromboliser si, par exemple, le territoire est extrêmement important, si c'est un territoire antérieur étendu, ou si le patient est venu très tôt, c'est-à-dire que le bénéfice de la thrombolyse est extrêmement important. Donc, si on croit que le bénéfice est supérieur au risque, on peut thromboliser. Mais là, il n'y a pas de règle. Je ne peux pas comme ça, te donner une règle. Ça va être au cas par cas. Ça va être sur l'appréciation personnelle du médecin. D'accord, merci. Très bien, parfait. Ah, et docteur, on doit préciser les doses pour le traitement médical. Si on ne vous demande pas, ce n'est pas la peine. Hein. En tout cas, la question est formulée de telle sorte que, voilà, ça vous demande quels sont les médicaments. Voilà, vous voulez citer les médicaments administrés en premier, ce n'est pas la peine. Sans vous préciser avec les doses respectives, là, oui. D'accord, merci. Généralement, les questions sont bien formulées de telle sorte qu'elles sont verrouillées sur une réponse bien précise. D'accord. Voilà. Ok, là même, il va y avoir des QCM. Hein. Peut-être qu'on va nous obliger à mettre des QCM en cas, tu vois. Une chose qu'on n'a pas faite. On ne sait même pas élaborer des QCM. On risque d'avoir... On préfère croc, nous, docteur. Hein? On préfère croc. Ah, vous préférez des crocs, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, largement. Bon. Oui, mais bon, on verra là. Là, c'est des crocs de toute manière, sauf si on nous oblige, sauf si la tutelle nous oblige. Le professeur Hamoudi m'a dit que vous alliez faire des crocs pour le moment. Ah oui, خلاص, très bien. Écoute, rattrapala, pas de souci. Allez, attendez comme le contexte clinique de ce patient qui est jeune, qui a juste 25 ans, qui a eu un épisode grippal il y a 3 semaines et qui se plaint d'une douleur thoracique à type de brûlure augmentant l'inspiration et qui a un dosage de troponine positif. Alors, quel est votre diagnostic?
Ça nous rappelle une péricardite aiguë. Exactement. C'est au vacataire d'une péricardite. Bien. Même si la douleur est un type de brûlure. Oui. Ah, déjà, c'est un jeune qui n'a pas de facteur de risque. Hein. Voilà, Ouais. c'est la première des choses. Vous avez la notion de l'épisode grippal. Quels sont les éléments cliniques que vous devez rechercher, associer? Si elle est variable avec le changement de position ou l'inspiration profonde. Exactement, oui, variable avec le changement de position. S'accompagnant de la fibricule, du fièvre. Hein. À l'examen, on peut avoir un frottement péricardique, etc. Voilà, parfait. Et là, quelle anomalie électrique présente sur l'électron, présente ses caractéristiques? Vous répondez quoi? C'est un sous-décalage qui est concave. Diffus. Voilà, exactement. Donc là, il y a toujours le sous-décalage, mais c'est un sous-décalage qui va être complètement différent. Donc là, c'est clairement concave. Hein. J'avais dit que si vous tracez une ligne du point J, jonction au sommet de l'onde T, ben, je peux le faire en V4, V5, c'est plus évident. Et ben, vous voyez que déjà, il y a un sous-décalage, c'est clair, hein, quand je prolonge la ligne de base, un sous-décalage, mais que ce sous-décalage est carrément concave, c'est-à-dire qu'il est au-dessous de la ligne qui relie le point J au sommet de l'onde T. Donc, ce décalage concave, quoi d'autre? On n'a pas d'image en miroir. Déjà. Il n'y a pas d'image en miroir. Diffus, c'est-à-dire que ce décalage est présent pratiquement partout, n'est-ce pas? Hein, de V2, V3, V4, V5, V6, D1, AVF, AVL, D2, n'est-ce pas? Pratiquement dans toutes les dérivations. Donc diffus, parce que le péricarde, en fait, entoure tout le cœur. Et donc, s'il y a un décalage, ça va être capté par toutes les dérivations. Sans image en miroir, bien, concordant, etc. Exactement. Et donc, c'est ce décalage d'une péricardite. En fait, c'est surtout le contexte clinique qui va vous le dire. Hein? Bien. Très bien. Alors, comment expliquer la positivation des troponines? Une myocardite associée. Une myocardite associée, exactement. Ce qu'on appelle une myopéricardite. Hein? Une myopéricardite, une myocardite associée. Et donc, est-ce qu'il y a une nécrose ou pas des cellules myocardiques finalement? Oui. Oui, il y a une nécrose de cellules myocardiques, mais ce n'est pas une nécrose d'origine ischémique. Exactement. Bravo. Donc ça, c'était un tracé juste pour faire la différence entre le décalage d'origine ischémique et le décalage de la péricardite. Bien, vu qu'on a dit ça, ce tracé n'a plus d'intérêt pour nous. On va passer au numéro 6. Ensuite, ça va être le 7. Ouais. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire concordante? Concordant, c'est-à-dire que c'est en fait l'absence d'image en miroir, ça, concordant. Ah, d'accord. Merci. C'est-à-dire qu'il est présent partout, et s'il est présent partout, il ne peut pas y avoir d'image en miroir. Oh, je manque cruellement de sommeil. Est-ce que vous me donnez 2 minutes hein, avant que j'ai... Oui, docteur. On va faire ce tracé au manager parce que je vais vous laisser réfléchir sur le prochain. Le prochain peut-être est plus difficile. Bien, alors contexte clinique, ça c'est un patient qui a 55 ans, qui est juste fumeur, n'est-ce pas, et qui a une douleur thoracique au moindre effort, qui cède rapidement au repos et qui a débuté environ 15 jours. Il conçoit à consulter. Alors, douleur thoracique constrictive, hein, 55 ans, fumeur, douleur constrictive au moindre effort, cédant au repos immédiatement, remontant à 15 jours et le patient finit par consulter. Diagnostic? Encore stable? Encore stable, exactement. Pourquoi encore stable? Le caractère appareil à l'effort et c'est de repos. Très bien, parfait. Mais bon, est-ce que ça remplit, pour dire que c'est un encore d'effort stable, il faut que ça remplisse sans exception toutes les caractéristiques de cette douleur? Oui. Ça les remplit. Hein.
Il faut 3 mois, non? Pour que Exactement. Ah oui, la durée. 3 mois, 2 mois, hein, pas 3 mois, mais 2 mois. Et donc, est-ce que c'est un angor assez ancien pour dire que c'est un angor d'effort stable? Non. Et donc, ça devient quoi? Un angor, Impossible. comment on appelle ça? De Angor nouveau. Ouais. Puissance d'un aigu. Deuxième élément qui ne colle pas avec l'angor stable, c'est que c'est une douleur au moindre effort. Et j'avais dit que l'angor d'effort stable, il faut que l'effort soit conséquent. D'accord? Ce n'est pas des efforts très légers. Hein? Bien. Donc là, on ne peut pas le classer comme un angor instable, enfin d'effort stable, parce que premièrement, il est trop récent, c'est un angor de nouveau. Et deuxièmement, c'est un angor qui survient au moindre effort. Donc, est-ce que j'ai pu avoir aussi qui est devant une douleur constrictive? Et si ce n'est pas un angor d'effort stable, ça devient automatiquement quoi? Un salon-plein aigu, exactement. Suspicion d'un salon-plein aigu. Bien. Alors, on lui fait un ECG, idéalement dans les 10 minutes, et vous avez ce tracé. Une inversion de l'onté. Il y a une inversion d'onté, exactement. Donc là, vous cherchez quoi finalement? Les caractéristiques, enfin les signes électriques du ST-, qui sont un ECG normal, qui n'émet pas de diagnostic, qui sont l'inversion d'onde de T, le sous-décalage du segment ST, et dernièrement le sus-décalage non persistant. Est-ce qu'il y a parmi ces 4 signes, est-ce que l'un est présent sur cet ECG? Oui, il y a une inversion de l'onde T, même qui devient profonde, surtout en V3. Très bien. Mais là, est-ce qu'une onde T négative est forcément pathologique de V1 V3? Non. Non. Alors, est-ce que pour autant, je peux attribuer cette onde de T à une ischémie? Pas en V2, V3, mais en V4, si. En V4, si, exactement. Bravo, exactement. Pourquoi en V4, si? Parce que le QRS est Positif. Positif. Bravo, exactement. Très bien, vous me faites plaisir. Bien, sauf que même en V3, ça peut être pathologique. Hein. Regardez une chose, si on remarque mieux, qu'est-ce qui se passe pour le QRS de V1, V3? L'onde de R augmente et l'onde de S diminue. Vous êtes d'accord ou pas? Ce qui est une transition normale. Et donc, puisque l'onde de T doit suivre le QRS, elle a le droit d'être négative, c'est clair, mais elle doit être comment? De moins en moins négative. Pourquoi l'onde T doit être de moins en moins négative? Parce que le QRS est de moins en moins négatif. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Alors, regardez en V3, l'onde de T est beaucoup plus négative en V3 qu'en V2, alors que le QRS est en train, au contraire, de se positiver. Et rien que pour ça, je peux dire que même en V3, l'onde de T n'est pas normale. Voilà. Donc, ça reste peut-être pour vous discutable. Ce qui est indiscutable, c'est l'onde T pathologique en V4. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, docteur. Très bien. Parfait. Conduite à tenir. Diagnostic d'abord. Diagnostic. Diagnostic. Oui, Sohila, même si la douleur survient à l'effort, on dit que c'est un symptôme aigu. Suspicion. Hein? Pourquoi? C'est un angor de nouveau et parce que ça survient au moindre effort. J'avais répondu à cela tout à l'heure. Bien. Conduite à tenir. Un Diagnostic symptôme d'abord. coronarien aigu ST-. ST-. Très bien. Parfait. Sur quels critères? Sur un faisceau d'arguments. D'abord, le facteur de risque. Facteur de risque. C'est un fumeur, Un rappelez-vous. fumeur, quand l'âge Sexe se masculin. diminue. Le sexe masculin aussi. Ouais. Après, on a la douleur thoracique. Même si elle ne survient pas au repos, mais elle survient au moindre effort. Donc, elle est atypique, mais elle est constrictive. Très bien. Quoi d'autre? Le critère électrique.
Voilà. Inversion de l'entité. Inversion de C'est-à-dire qu'elle l'entité. est Puis on fait franchement aussi... pathologique en V4. Hein, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis en V3, très bien. Parfait. Et qu'est-ce qu'on recherche d'autre comme On fait critères les troponines aussi. qui peuvent être importants? Bien. Donc, après la troponine, on refait les électros. Le patient ne modifie pas électriquement, c'est toujours le même aspect. Et les troponines sont restées négatives. Comment classeriez-vous ce patient sur les éléments que je vous ai donnés? À bas risque. À bas risque, exactement. Pour le moment, encore faut-il qu'il n'y ait pas d'autres éléments, hein, comme un antécédent d'infarctus, ou de revascularisation, ou un score de graisse élevé. Sous réserve d'autres éléments, pour le moment, le patient est à bas risque. Bien. Supposons qu'il reste à bas risque durant toute son hospitalisation, qu'est-ce que vous préconisez pour le bas risque? Une revascularisation, mais elle n'est pas urgente. Non. Pas revascularisation. Alors déjà, ce qu'on a oublié de dire, c'est que même pour le bas risque, on va donner de l'aspirine, clopidogrel et l'héparine. Oui, on commence le traitement médicamenteux. On donne même des statines et même un antischémique à base de bêta-bloquant dérivé nitré. Donc ça, c'est pour tous les ST-. L'étape de la stratification du risque, c'est l'étape d'après. Alors s'il reste à bas risque, non, je ne vais pas faire une revascularisation, je vais faire un examen de recherche d'ischémie. Comment? Épreuve d'effort. Voilà, non invasif. Peut-être pas d'épreuve d'effort, je préfère soit une scintigraphie d'effort ou de stress, écho de stress ou IRM. non, l'IRM, c'est pour la viabilité. Hein. Ah, oui. Je préfère ces deux-là. Voilà, à l'épreuve d'effort. Pourquoi je préfère ces deux-là et non pas l'épreuve d'effort? Parce qu'en plus de confirmer ou d'infirmer l'ischémie, ils vont préciser le territoire et l'étendue de l'ischémie. Et je ferai une coronarographie uniquement si ces deux examens reviennent positifs avec des critères de sévérité. Est-ce que c'est clair? Oui? Si ce n'est pas clair, oui, révisez juste votre cours et je vous assure que je ne rajoute rien de plus. Hein. Tout ça, on l'a dit. À mon avis, ça a été bien compris au cours. La seule difficulté, c'est que c'est beaucoup d'informations en même temps. C'est tout. Ah, très bien, ça c'est une bonne question, Besma. Alors en fait, le ST+, ce décalage a une très bonne valeur localisatrice. Hein. C'est-à-dire que ça vous montre le territoire où il y a d'ischémie. Le sous-décalage, il a une valeur localisatrice un peu moins importante, un peu moins pertinente. Et l'inversion de l'anté a très peu de valeur localisatrice. Hein. Voilà. Même que, bon, je peux dire que c'est le territoire antérieur qui souffre. Et maintenant que plus sa valeur localisatrice est importante. Je ne sais pas si cette réponse t'a convaincu. C'est bon? C'est bon pour ce tracé? Bien. Ouais, parfait. Allez, je vais vous laisser avec le... Oui, c'est clair. Ah, d'accord. Merci. Donc, je vais vous laisser avec le 7e qui est plus difficile. Bien. Alors, ça, c'est un patient qui a 60 ans, qui a une douleur thoracique qui remonte à 3 jours, 72 heures, n'est-ce pas? Bien, 72 heures, 3 jours. Hein? Qui a eu des troponines qui sont fortement positifs. Maintenant, il n'a plus mal. Il vient consulter pour une dyspnée. Bien. Et quand vous l'examinez, vous avez une polypnée avec des sous-crépitants aux bases. L'électro a été fait, c'est celui-là. Je vous laisse l'interpréter. Je vais juste me chercher un petit café et je reviens. Je ne prendrai pas plus de 10 minutes. J'espère que je trouve de la monnaie. À tout à l'heure. 10 minutes, je reviens. Restez connectés.
Bien, désolé pour le retard. Vous êtes toujours là? Oui. Vous avez fait 1 ou 2 cours de gastro en attendant? Aïe. Tentez pour tout le monde. Allez, qui veut m'interpréter cela? Et ça va être quoi votre diagnostic? Là, avec la clinique, ça nous rappelle un tableau d'OAP, Oui, exactement, oui. mais avec les éléments anamnéstiques et le CG, on peut conclure qu'il a fait un ST+. Vas-y alors. On voit les ondes Q de nécrose, donc c'est un nom. Exactement, bravo. Donc on voit des ondes Q de nécrose. Là, même en là, V4, V5, même en V5, V6. Et donc ce patient-là, comme tu dis, les éléments anamnéstiques plaident en faveur d'un ST+, puisqu'il a eu mal. On remonte à 3 jours, 72 heures, et que la douleur a fini par céder. Bien. Et donc, s'il a eu un ST+, comme la thèse d'ailleurs des troponines qui sont fortement positives, hein, ça permet de dire quoi? Il a eu un ST+, qui n'a pas été revascularisé parce que le patient n'a pas consulté. Et si on ne revascularise pas, que fait le ST+? Il nécrose. Vous suivez ou pas? Oui. Oui, parfait. Et si nécrose et si le territoire nécrosé est grand, donc là, c'est territoire inférieur et territoire latéral qui a été nécrosé. Si le territoire est important, qu'est-ce qui se passe? Le reste du myocarde qui se contracte peut ne pas être suffisant pour assurer une bonne fraction d'éjection. La fraction d'éjection va baisser. Et si la fraction d'éjection baisse, il va y avoir quoi? Insuffisance ventriculaire gauche. Exactement. Et donc, le patient a fini par consulter, mais pour un tableau de dyspnée, parce qu'il a complètement négligé sa douleur thoracique. Conduite à tenir. D'abord pour l'OAP, donc en hospitalisation, les mesures de réanimation. Exactement, voilà. L'OAP, on va le traiter par quoi? Donc, par l'oxygénothérapie déjà. Oui. On peut mettre deux médicaments. Hein. Vous allez avoir un cas clinique dédié à l'OAP, on va détailler tout ça. Bon, mais je peux vous dire pour le moment qu'on met des diurétiques d'action rapide, de lance, du furosémide par voie injectable, associés à des dérivés nitrés, soit par voie sublinguale, soit par voie injectable. Donc, on va traiter l'OAP en d'autres termes. Bien, mais qu'est-ce qu'il faut vasculariser, enfin, qu'est-ce qu'il faut proposer pour l'infarctus par la suite? Un traitement anti-ischémique. Attendez. Avant, est-ce qu'on met l'aspirine, clopidogrel et héparine? Oui. Oui. Donc, aspirine, clopidogrel et héparine n'ont rien à voir avec le délai de revascularisation systématique. Hein. Voilà, on les met quel que soit X à chaque fois qu'on a eu un ST+, même si celui-là vient hors délai. Exactement. Bien. Après avoir mis de l'aspirine, clopidogrel et de l'héparine, n'est-ce pas? Bien. Est-ce qu'on va revasculariser? Est-ce qu'on fait une revascularisation systématique? Non, parce qu'il n'est plus dans le Non. délai. Exactement. Voilà pourquoi. Parce qu'il est hors délai. Il a dépassé les 48 heures. Quel élément clinique peut nous pousser à revasculariser quand même? La douleur, mais elle a disparu. Douleur. La douleur. La douleur, exactement. Voilà. Donc, le patient dit que toute douleur a disparu. Donc, on fait quoi? On revascularise pas. On ne revascularise pas d'une manière systématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recherche la viabilité. Exactement. Recherche de viabilité par quoi? Par quel examen? Scintigraphie. Voilà, soit scintigraphie, soit l'écho de stress, soit l'IRM, l'une des deux suffit. Ce n'est pas à distance, hein, comme c'est écrit dans la discussion, mais on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Maintenant, si par exemple, la scintigraphie vous dit qu'il y a absence de fixation totale dans le territoire inférieur et latéral, vous concluez à quoi? Nécrose de tout le territoire. Nécrose, exactement. Et
Donc, s'il y a une nécrose totale sans viabilité, c'est trop tard. Voilà. Et on va traiter uniquement la dysfonction VG, l'insuffisance cardiaque. En tout cas, on ne proposera pas de revascularisation. Et le patient va garder des séquelles de son infarctus. Et c'est le cas de figure qu'on essaye à tout prix d'éviter parce que c'est un cas de figure irréversible. Le patient vivra en insuffisance cardiaque, il va vivre en souffrant de cette insuffisance cardiaque. Il peut même mourir par la suite de son insuffisance cardiaque. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple d'un tracé d'un patient qui fait un infarctus qui se présente hors délai. Oui, avez-vous des questions là-dessus? Docteur, il va toujours garder ses ondes Q. Ah, il va toujours garder ses ondes Q, oui. À chaque ECG, on va retrouver Oui, ses ondes oui. Q. Alors, ils peuvent s'amoindrir avec le temps, mais la nécrose sera toujours là. D'accord. C'est triste, hein? Ce cas de figure est Est-ce qu'on peut lui triste. proposer? Ben, rien. Rien. Traitement d'insuffisance cardiaque, tout simplement. Et pour l'insuffisance mitrale associée? Insuffisance? Insuffisance mitrale qui cause l'OAP. Ah, je n'ai pas dit que c'était l'insuffisance mitrale qui causait l'OAP, c'est la dysfonction VG. Hein? Oui. D'accord? Je n'ai pas parlé d'insuffisance mitrale. Hein? Bien, allez, on passe au dernier. Alors, j'avais dit que le 8e et le 8e bis appartenaient à la même patiente, c'est une femme, et que le deuxième a été fait un quart d'heure après le premier. Alors, je vous donne un énoncé clinique. Oui. Oui, alors, très bien. Donc, c'est une jeune dame qui a à peine 38 ans. 38 ans, qui est très jeune, qui n'a pas de facteur de risque. Hein. Par contre, elle a plein d'antécédents. Elle a antécédent de quoi? D'un syndrome de Raynaud. Vous savez ce que c'est qu'un syndrome de Raynaud? Oui. Oui, alors c'est quand vous avez des doigts qui deviennent un peu blancs, froids, hein, c'est favorisé par le froid, blanc, douloureux, qui ensuite deviennent bleus un petit peu, et c'est lié à des vasoconstrictions, à des spasmes des artères périphériques. On appelle le syndrome de Raynaud, qui sont favorisés par le froid. Elle a un antécédent de quoi? D'une cécité aiguë, réversible. Cécité aiguë, réversible. Et cette cécité aiguë réversible, voilà, qu'il a pris d'un coup elle ne voit plus, n'est-ce pas? Et puis ça, heureusement, s'est rétabli assez vite. Elle consulte en urgence un ophtalmologiste qui lui propose de lui faire un fond d'œil, ça peut être un AIT, oui, pourquoi pas. Il lui fait un fond d'œil et le fond d'œil est tout à fait normal. Bien, donc cécité aiguë, réversible avec un fond d'œil normal. Bien, ça peut être un AVC transitoire, pourquoi pas. Et qui rapporte une douleur nocturne, hein, qu'elle traîne depuis des années, qui survient par moments, constrictive, qui survient au petit matin, avec des palpitations, mais qui finit par céder. Bien. Mais là, pour l'heure, elle vous consulte pour une douleur constrictive qui date de 20 minutes. Enfin, pas 20, 10 minutes de son début. 10 minutes. Alors, quelle est votre interprétation de l'ECG et quel est votre diagnostic? Déjà, là, ce qui saute aux yeux, c'est l'extrasystole ventriculaire en doublé polymorphe, non? Exactement, il y a des extrasystoles ventriculaires, comment? En doublé polymorphe. En doublé, ben, plutôt monomorphe. Hein? Voilà. Plutôt monomorphe. En V5, elles n'ont pas l'air pareil. Bon, c'est pratiquement le même aspect. Hein? Elles sont toutes négatives, c'est pratiquement le même aspect. Voilà. J'avais dit monomorphe au départ, ensuite en V5, elles m'ont paru pas pareil du tout. Allez, voilà, ça peut se justifier, mais je pense qu'elles sont quand même monomorphes. D'accord. Hein? Très bien. Alors ça, c'est ce qui saute aux yeux, bravo. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui saute aux yeux? Le sus-décalage. Il y a un sus-décalage en D2 AVF, D2, D3 AVF, territoire inférieur. Exactement, il y a un décalage qui est convexe ou pas? Oui, qui englobe Oui, l'enquête ou pas? oui. C'est une onde de? De Bardet.
Pardé, bravo, exactement. Donc, regardez, ça, c'est une véritable onde de Pardé. Hein. Là, c'est une seule onde. QRS, segment SCNT, c'est une seule onde. Onde de Pardé dans le territoire inférieur des 3 VF. Est-ce qu'il y a une image en miroir? Est-ce que ça s'accompagne d'une image en miroir? Oui, en AVL. Oui, exactement. D1 AVL, en AVL. Voilà, même un petit peu en V4, V5, vous avez un sous-décalage. Donc, sous-décalage en inférieur, image en miroir en antérieur. Quoi d'autre? Ben, c'est bon, ça suffit. Et là, vous diagnostiquez quoi dans ce cas-là? On ne peut pas dire que l'ECG il a été fait en... La douleur, elle a commencé à 10 minutes, vous avez dit. Exactement. Donc là, on ne peut pas diagnostiquer un sarcoïde aigu ST+, un sarcoïde aigu avec sus-décalage persistant du segment ST, parce qu'il y a un critère qui manque, c'est quoi? C'est la persistance. Bravo. Pourquoi? Parce que la douleur est trop récente. Elle dure depuis 10 minutes. Bien. Donc là, c'est tellement récent que je peux me permettre un petit peu de refaire l'anesthésie 10 minutes après. Hein. Voilà. Ce n'est pas dramatique pour la revascularisation. Ou je peux faire la chose suivante. Pourquoi j'ai coupé ma caméra? Je vais faire la chose suivante. Finalement, je vais donner des dérivés nitrés et refaire un ECG après. Parce que si c'est un décalage dans la persistance, c'est lié à un spasme et les dérivés nitrés agissent très bien sur le spasme. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? 10 minutes après, on a le CG 8 bis. Et 8 bis, il est où? Ah non, je vais fermer le 6. Fermer le 7. Ah, je vais ouvrir le 8 bis. Hein. Voilà, c'est ça le 8 bis. Bien, et alors, qu'est-ce qu'il y a sur cet électro? Disparition du sus-décalage. Hein? Le sus-décalage. Normalisation. Le sus-décalage a fait quoi? Il a disparu. Il a disparu, exactement. Complètement disparu. Et si le sus-décalage a disparu, complètement disparu, c'est-à-dire que c'est quoi? Il n'est pas persistant. Et donc, c'est quoi? Syndrome coronarien aigu ST- avec décalage non persistant. Et donc, c'est un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST. Il y a eu un sus-décalage du segment ST, mais celui-là n'est pas persistant. Donc, ça devient un ST-. Mais un ST- qui est d'emblée comment? Grave. Hein? Grave. Très haut? Risque. Très haut risque, exactement. Parce qu'il y a un signe d'instabilité électrique qui est le décalage non persistant. Donc, qu'allez-vous faire pour cette dame? Qu'on lui à tenir? Une coronarographie avec revascularisation Dans les? Mais après avoir commencé de Dans les? Dans les 2 heures. 2 heures. Dans les 2 heures, exactement. Et après avoir donné les bolus, hein, donc elle aura aussi droit à l'aspirine, clopidogrel, et puis à l'héparine. Hein, voilà. ST-, c'est toujours traitement initial, antithrombotique, antischémique et statine, et traitement ultérieur selon la stratification du risque. Et comme il y a eu un sous-décalage non persistant du segment ST, eh bien, là, on va faire une coronarographie dans les 2 heures de temps. On a fait la coro, et devinez quoi? Coronaire saine. C'était prévisible. C'était? Prévisible. Prévisible. Elle a un syndrome de Raynaud. Exactement, mais parce qu'elle a un syndrome de Raynaud. Bien, même si c'est prévisible, on doit quand même faire la coronarographie. Ça, c'est important. Hein? Bien, on doit quand même faire la coronarographie. Ouais. Très bien. Et on a fait la coronarographie dans les 2 heures de temps, coronaire saine. Et donc, quelle est l'explication de ce sus-décalage non persistant et de toute la symptomatologie? Ce sont des spasmes des artères. Spasmes coronaires, exactement. Et comme on appelle ce syndrome qui nous donne des spasmes aussi importants sur des artères qui peuvent même être saines, qu'on appelle le syndrome de
Prince métal. Prince métal, exactement. Ouais. Alors, syndrome, c'est peut-être des encore purement, qui peuvent être purement spastiques, n'est-ce pas? Qui sont dus à des spasmes soutenus des artères, y compris les artères coronaires, bien, et qui peuvent survenir sur d'autres territoires artériels. Alors, le syndrome de Raynaud est lié au même spasme, mais au niveau des artères périphériques. Alors, dites-moi, comment maintenant expliquer la cécité aiguë réversible avec un fond 2 normal? Pareil, c'est un spasme. Spasme de quoi alors? De quelle artère? L'artère rétinienne, exactement. C'est un spasme de l'artère centrale de la rétine qui entraîne une ischémie de la rétine, donc perte de la vision. Mais comme le spasme est réversible, il se lâche et la revascularisation. La vascularisation de la rétine se fait de nouveau et la patiente reprend sa vue avec un fond d'œil qui reste normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le fond d'œil forcément au moment du spasme. Très, très bien. Parfait. Et donc, ce syndrome de Prince métal peut être lié à un spasme pur des artères coronaires qui peut survenir des artères saines. Et la symptomatologie typique est liée à quoi? Donne quoi? Donne des douleurs constrictives survenant au petit matin. Pourquoi au petit matin? Parce qu'il y a augmentation du tonus parasympathique, ce qui augmente la spasticité des artères coronaires. Voilà. Et ça entraîne une ischémie. Et cette ischémie est tellement sévère que ça entraîne des troubles du rythme. C'est pour ça que cliniquement, c'est décrit comme une douleur thoracique constrictive sur le petit matin, crescendo, qui augmente progressivement avec l'aggravation du spasme. À l'acmé de la douleur, au sommet de la douleur, ça entraîne quoi? Des palpitations par des troubles du rythme ventriculaire. D'ailleurs, cette dame, sur le premier électro, a eu, pendant ce spasme-là, des extrasystoles qui sont des troubles du rythme ventriculaire. Et puis, le spasme finit par lâcher. Le syndrome de Prince métal, ce n'est pas rien. Ça peut être aussi dangereux. Pourquoi? Parce que dans certains cas, ça peut évoluer vers une mort subite. Mort subite par quoi? Par des troubles du rythme ventriculaire malins. Ou bien, le spasme est tellement soutenu, ça peut entraîner même un infarctus. Bien. Maintenant, le diagnostic, c'est un diagnostic sur des arguments cliniques, sur ces caractéristiques de cette douleur spastique et sur des coronaires qui sont des coronaires saines, c'est-à-dire un angor purement spastique. Bien. Quel est le traitement maintenant? Parasympatholytique. Non, non. On peut donner autre chose. Vasodilatateur. Soit les inhibiteurs calciques, puisqu'ils relâchent la fibre musculaire, soit des dérivés nitrés. Bien. Alors, quelle est la cause exactement? Les dérivés nitrés marchent très bien. Les vasodilatateurs artériels aussi, les vasodilatateurs artériels, les inhibiteurs calciques. Et c'est quoi le mécanisme de ce spasme? On croit que c'est un défaut de fabrication du NO par l'endothélium artériel. Donc, l'endothélium artériel, des artères coronaires ou autres, fabrique du NO en permanence. Et NO, c'est un puissant vasodilatateur pour empêcher le spasme de l'artère. Et quand il y a un déficit de sécrétion de ce NO, c'est un déficit qui est constitutionnel, eh bien, on aura tendance au spasme artériel et même au spasme coronaire, ce qu'on appelle le syndrome de Prince métal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions? Non. Bien, parfait. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être clore cette session. Mais écoutez, moi, je vous souhaite un très bon courage pour votre examen de gastro. J'espère qu'il va être facile. J'espère que vous allez tous l'avoir. J'en suis persuadé. Inch'Allah. Travaillez bien. Donc, pas de vacances pour vous cet été. C'est dramatique. Ouais, Chaque malheureusement. Voilà. Donc, vous allez passer votre examen de gastro, donc le préparer. Et juste après, on va reprendre les cours, c'est ça? Ouais. Donc, pour vous consoler, dites-vous que pas de vacances pour tout le monde. Voilà, parce que finalement, il n'y a pas où aller. Je sais, la canicule, il fait chaud. Ben, écoutez, s'il ne fait pas chaud, tout est fermé. Donc, voilà, c'est un peu le cas de tout le monde. Que ça ne vous décourage pas, mais pas du tout. Travaillez bien, révisez bien. Quant à nous, on va reprendre contact après votre examen. On va essayer de voir
un petit peu comment on va finir ce stage de cardio. Bien, alors j'espère que mes explications ont été claires. Hein, je parle d'une manière globale. J'espère qu'on pourra reprendre et réviser ce qu'on a fait, Inch'Allah. J'aimerais de tout cœur que ce soit en présentiel parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout la même qualité d'enseignement. Alors ça, c'est un peu dommage hein, que vous n'ayez pas eu un véritable stage de cardio. C'est vraiment dommage. Hein. Bien. Et même si on ne reprend pas d'une manière présentielle, on va essayer au moins de finir le programme. Il ne reste pas beaucoup hein, finalement. Hein. Il reste que quelques confits. Il reste embolie pulmonaire, c'est un gros chapitre. Et quelques confettis comme ça, des petits cours comme ça complémentaires. Voilà. Et puis, on fera des cas cliniques de révision. Alors, ça, c'est important. Cas cliniques, je n'ai pas encore conçu. Je vais les concevoir dans les 20 jours qui suivent. On essaiera de prendre un cas clinique pour chaque chapitre important. Et si on finira les cas cliniques, on aura fait, Inch'Allah, le cours, enfin le tour de la cardiologie. Bien. Merci pour vos encouragements. Ça me fait très plaisir ce que vous m'écrivez. Merci Là, à vous, docteur. Je vous en prie, c'était avec plaisir. C'était avec le plus grand plaisir. Bien. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne continuation, bon courage et puis à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci Bien. beaucoup, docteur. Allez. Inch'Allah. Bye bye et bon courage, bonne révision. Salut.